Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. J'appris que l'année précédente, il avait voulu faire épouser à sa sœur un de ses camarades, un monsieur de Plane, que Charlotte avait refusé et qui était parti pour le Tonkin. J'appris, mais qu'importe ce détail, dans nos 2 classes quotidiennes, le matin de 8h à 9h30, l'après-midi de 3h à 4h30, j'avais une peine extrême à fixer l'attention du petit flâneur. Assis sur sa chaise en face de moi de l'autre côté de la table et roulant sa langue contre sa joue tandis qu'il couvrait de papier de sa maladroite et grosse écriture, il me guignait de l'œil. Il épiait sur mon visage la moindre trace de distraction. Avec cet instinct animal et sûr des enfants, il vit bientôt que je le ramenais moins vite à ses leçons quand il m'entretenait de son frère ou de sa sœur. Et voilà comment cette innocente bouche me révéla qu'il y avait dans cette froide maison étrangère quelqu'un pour qui mon bien-être comptait, qui pensait à moi. Ma mère me manquait tant, quoique je ne voulusse pas en convenir avec moi-même, et ce fut ce rien. Il ne représentait cependant qu'un intérêt de banale politesse qui me fit regarder Mademoiselle de Jussat avec plus d'attention. Le second trait que je découvris en elle, après la bonté, fut le goût du romanesque. Non qu'elle eût lu beaucoup de romans, mais elle avait, comme je vous l'ai dit, une sensibilité trop vive. Et cette sensibilité lui avait donné comme une appréhension du réel, sans qu'elle s'en doutât. Elle était, par ce point, très différente de son père, de sa mère et de ses frères. Elle ne pouvait ni se montrer à eux dans la vérité de sa nature, ni les voir dans la vérité de la leur, sans en souffrir. Aussi ne se montrait-elle pas, et se contraignait-elle à ne pas les voir. Elle s'était spontanément, naïvement, formée sur ceux qu'elle aimait, des idées en harmonie avec son cœur à elle, et si contraires à l'évidence qu'elle aurait passé pour fausse ou flatteuse aux yeux d'un observateur malveillant. Elle disait à sa mère, si commune d'âme, si matérielle, « Vous, maman, qui êtes si fine », à son père, si cruellement égoïste, « Vous, papa, qui êtes si bon », à son frère, si absolu, si entier, « Toi qui comprends tout ». Et elle le croyait. Mais cette illusion, où s'emprisonnait cette créature ingénue et trop tendre, la laissait en proie à la solitude morale la plus complète et dépourvue, à un degré bien dangereux, de toute entente des caractères. Elle s'ignorait comme elle ignorait les autres. Elle se languissait à son insu du besoin de rencontrer quelqu'un qui eût une analogie de sentiments avec elle. Il lui arrivait, par exemple, je l'observais dès les premières promenades que nous fîmes ensemble, d'être la seule à sentir vraiment la beauté du paysage formé par le petit lac, les bois qui l'environnent, les volcans lointains et le ciel d'automne souvent plus beau que le ciel d'été à cause du contraste de son azur avec les ors des feuillets parfois si voilés, si tristement vaporeux et lointains. Elle tombait ainsi dans des silences sans cause apparente qui venaient de ce que son être trop ému se résolvait réellement dans le charme des choses. Elle possédait à l'état d'instinct obscur et de sensation inconsciente cette faculté qui fait les grandes poètes et les grandes amoureuses de s'oublier, de se disperser, de s'abîmer tout entière dans ce qui touchait son cœur, et que ce fût un horizon voilé, une forêt silencieuse et jaunie, un morceau de musique joué par sa gouvernante au piano, l'émotion d'une histoire attachante racontée devant elle. Je ne me lassais pas, dès ce début de notre connaissance, de constater le contraste entre l'animal de combat qu'était le comte et cette créature de grâce et de douceur qui descendait les escaliers de pierre du château d'un pas si léger, posé à peine, et dont le sourire était si accueillant à la fois et si timide.
j'oserais tout dire, puisque, encore une fois, je n'écris pas ceci pour me peindre en beau, mais pour me montrer. Je n'affirmerai pas que le désir de me faire aimer par cette adorable enfant, dans l'atmosphère de laquelle je commençais de tant me plaire, n'ait pas eu aussi pour cause ce contraste entre elle et son frère. Peut-être l'âme de cette jeune fille, que je voyais toute pleine de ce frère si différent, devint-elle comme un champ de bataille pour la secrète, pour l'obscure antipathie que 2 semaines de séjour commun transformèrent aussitôt en haine. Oui, peut-être se cachait-il, dans mon désir de séduction, la cruelle volupté d'humilier ce soldat, ce gentilhomme, ce croyant, en l'outrageant dans ce qu'il avait au monde de plus précieux. Je sais que c'est horrible, mon cher maître, ce que je dis là, mais je ne serais pas digne d'être votre élève si je ne vous donnais ce document aussi sur l'arrière-fond de mon cœur. Et après tout, ce ne serait cette nuance odieuse de sensation qu'un phénomène nécessaire comme la grâce romanesque de Charlotte, comme l'énergie simple de son frère et comme mes complications à moi, si obscures à moi-même. Paragraphe 4. Première crise. Je me souviens avec une extrême netteté du jour où ce projet de séduire le cœur du comte André se posa devant moi, non plus comme une donnée de roman imaginaire, mais comme une possibilité précise, prochaine, presque immédiate. Après 2 mois consécutifs de présence au château, j'étais allé chez ma mère pour y passer les fêtes de janvier, et je n'étais rentré de Clermont que depuis 1 semaine. La neige venait de tomber pendant 48 heures. Les hivers dans nos montagnes sont si durs que la manie de Monsieur de Jussat peut seule expliquer cette obstination à séjourner là, dans cette sauvage lande de lave indéfiniment balayée par les rafales. Il est vrai d'ajouter que la marquise veillait au confortable de la maison avec une merveilleuse entente des ressources quotidiennes. Et d'ailleurs, bien qu'Aïda passe pour très isolée par Saint-Saturnin et Saint-Amand-en-Thalande, les communications avec Clermont demeurent libres même dans la pire rigueur de la saison. Puis cette saison, si elle est en effet très rigoureuse, offre de soudaines et radieuses éclaircies. À des journées de tourmente succèdent des après-midi d'un incomparable azur où le paysage rayonne comme transformé par la soudaine magie d'un enchantement de lumière. Ce fut le cas durant le jour que j'essaye d'évoquer en ce moment-ci où ma fatale résolution se fixa et prit corps. Je revois le lac d'une mince lame de glace sous les plis de laquelle se devinait le frisson souple de l'eau. Je revois la vaste coulée de la Cher, blanche de neige avec des taches sombres de lave apparues dans cette blancheur. Et tout blanc aussi, mais sans une tache, se dressait le cirque des montagnes, le puy de Dôme, le puy de la Vache, celui de Vichâtel, celui de la Rode, celui de Montredon, tandis que le ballon de Charmont et la forêt de Rouillat détachaient sur le fond de neige et d'azur les masses noires de leurs sapins. Des détails revivent devant mes yeux, de ces menus détails qui se remarquent à peine, et puis ils demeurent cachés, on ne sait dans quel arrière-fond de la mémoire. Je revois un bouquet de bouleaux dont les ramures dépouillées se teintaient de rose. Je revois les cristaux de givre qui brillaient à la pointe des branches, une touffe de genêt qui pointait maigre et encore verte, sur le tapis immaculé la trace des pattes d'un renard, et à 1 minute, le volettement d'une pie qui cria au milieu de la route, et ce cri aigu rendit le silence de cet immense horizon de neige comme perceptible. Je revois des brebis jaunâtres et brunes poussées par un berger vêtu d'une blouse bleue, coiffé d'un large chapeau rond et bas qu'accompagnait un chien roux et velu avec des yeux jaunes, luisants et rapprochés. Oui, je revois tout ce paysage et les 4 personnes en train de s'y promener sur la route qui monte vers Fontfrède, Mademoiselle Larget, Mademoiselle de Jussat, mon élève et moi-même.
La taille de Charlotte était prise dans une jaquette d'astrakhan. Un boa de fourrure enroulé autour de son cou faisait paraître sa tête encore plus petite et plus gracieuse sous la toque pareille à la jaquette. Après ces longues heures d'emprisonnement dans le château, cet air si vif semblait la griser. Le rose d'un sang animé par la marche colorait ses joues. Ses pieds fins s'enfonçaient vaillamment dans la neige, où ils imprimaient leurs traces légères, et ses yeux exprimaient cette exaltation naïve devant la beauté de la nature, privilège des cœurs restés simples qui ne se retrouvent pas quand on s'est desséché l'âme à force de raisonnements, de théories abstraites et de lectures. Je marchais auprès d'elle, qui allait très vite, si bien que nous eûmes très tôt dépassé mademoiselle Larget, dont les socques glissaient avec peine sur le chemin. L'enfant, lui, tantôt en avant, tantôt en arrière, s'arrêtait ou courait avec une vivacité de jeune animal. Entre ces deux gaietés, celle du petit Lucien et celle de Charlotte, je me sentais devenir de plus en plus taciturne et sombre. Était-ce l'irritation nerveuse qui nous rend à de certaines heures antipathiques à une joie que nous constatons à côté de nous sans l'éprouver ? Était-ce l'ébauche à demi inconsciente encore de mon plan futur de séduction ? Et voulais-je me faire remarquer de la jeune fille par une espèce d'hostilité contre son plaisir ? Durant toute cette promenade, moi qui avais déjà pris l'habitude de causer beaucoup avec elle, je coupais à peine par des monosyllabes les phrases admiratives qu'elle jetait au hasard de la route, comme pour me convier au partage de ses émotions heureuses. De réponses brusques en silence, ma mauvaise humeur devint si évidente que mademoiselle de Jussat finit, malgré son état d'enthousiasme, par s'en apercevoir. Elle me regarda 2 ou 3 fois avec une question sur le bord des lèvres qu'elle n'osa pas formuler, puis ce fut un assombrissement de son mobile visage. Sa gaieté tomba au contact de ma bouderie, peu à peu, et je pus suivre sur cette physionomie transparente le passage par lequel elle cessa d'être sensible à la beauté des choses pour ne plus voir que ma tristesse. Un instant vint où elle ne fut plus capable de dominer l'impression que cette tristesse lui causait, et d'une voix que la timidité rendait comme un peu étouffée, elle me demanda « Est-ce que vous êtes souffrant, monsieur Gresloup ?»« Non, mademoiselle, » lui répondis-je avec une brusquerie qui dut la blesser, car sa voix tremblait davantage encore pour insister. « Alors quelqu'un vous a-t-il fait quelque chose ? Vous n'êtes pas comme à votre ordinaire. »« Personne ne m'a rien fait, » répondis-je en secouant la tête. « Mais c'est vrai, » ajoutai-je. « J'ai des raisons d'être triste, très triste aujourd'hui. C'est pour moi l'anniversaire d'un grand chagrin que je ne peux pas dire. » Elle me regarda de nouveau, elle ne se surveillait pas, et je continuais de suivre dans ses yeux les mouvements qui l'agitaient comme on suit les allées et venues du mécanisme d'une montre à travers une boîte en cristal. Je l'avais vue inquiète de mon attitude, au point d'en perdre du coup la sensation du divin paysage. Je la voyais maintenant, à la fois soulagée d'apprendre que je n'avais contre elle aucun griffe, touchée de ma mélancolie, curieuse d'en connaître la cause, et n'osant pas m'interroger, elle dit seulement « Pardon de vous avoir questionné ». Puis elle se tut. Ces quelques minutes suffisaient pour me révéler la place que j'occupais déjà dans sa pensée. Devant la preuve de ce délicat et noble intérêt, j'aurais dû avoir honte de mon mensonge, car c'en était un que ce soi-disant rappel d'un chagrin, un mensonge gratuit et instantané dont la soudaine invention m'a souvent étonné moi-même quand j'y ai songé depuis lors. Oui, pourquoi ai-je imaginé subitement de me draper ainsi dans la poésie d'une grande douleur, moi dont la vie, depuis la mort de mon père, avait été si douce, somme toute si peu sacrifiée? Ai-je cédé à ce goût inné de me dédoubler qui fut toujours si fort en moi? Cette simagrée romanesque dénonçait-elle l'hystérie de vanité qui pousse quelques enfants à mentir, eux aussi, sans raison et avec tant d'inattendus?
Une vague intuition me fit-elle apercevoir dans un cabotinage de déception et de mélancolie le plus sûr moyen d'intéresser davantage la sœur du comte André. Je ne me rends pas bien compte des mobiles précis qui me dominèrent à ce moment-là de notre promenade. Assurément, je ne prévoyais avec exactitude ni l'effet de ma tristesse affectée, ni celui de mon mensonge. Mais je me rappelle qu'aussitôt cet effet constaté, une résolution s'installa en moi, celle d'aller jusqu'au bout et de voir quel effet je produirais sur cette âme en continuant avec conscience et calcul la comédie à demi instinctive commencée par ce lumineux après-midi de janvier, devant la magnificence d'un paysage qui aurait dû servir de cadre à d'autres rêves. Aujourd'hui que l'irréparable s'est accompli, et par une pénétration rétrospective horriblement douloureuse, car elle me convainc moi-même d'inintelligence tout ensemble et de cruauté, je comprends que j'avais dès lors inspiré à Charlotte le plus vrai, le plus tendre aussi des sentiments. Toute la diplomatie psychologique à laquelle je me suis livré fut donc l'odieux et ridicule travail d'un écolier dans la science du cœur. Je comprends que je n'ai pas su respirer les fleurs qui poussaient pour moi naturellement dans cette âme. Je n'avais qu'à me laisser aller pour connaître, pour goûter les émotions dont j'avais soif, pour vivre une vie sentimentale exaltée et amplifiée jusqu'à égaler ma vie intellectuelle. Au lieu de cela, je me suis paralysé le cœur à coups d'idées. J'ai voulu conquérir une âme conquise, jouer une partie d'échecs quand il suffisait d'être simple. Et je n'ai même pas aujourd'hui l'orgueilleuse consolation de me dire que j'ai du moins dirigé à mon gré le drame de ma destinée, que j'en ai combiné les scènes, provoqué les épisodes, conduit l'intrigue. Il se jouait tout entier en elle sans que j'y comprisse rien. Ce drame où la mort et l'amour, les deux fidèles ouvriers de l'implacable nature, ont agi sans mon ordre et en se moquant des complications de mes analyses. Charlotte m'a aimé pour des raisons absolument différentes de celles qu'avait su aménager ma naïve psychologie. Elle est morte désespérée. Quant à la lumière d'une explication tragique, elle m'a vu dans ma vérité. Alors je lui ai fait horreur, et elle m'a donné ainsi la preuve la plus irréfutable que mes subtiles réflexions n'ont jamais rien pu sur elle. J'ai cru résoudre dans cet amour un problème de mécanique mentale. Hélas! J'avais tout uniment rencontré sans en sentir le charme, une sincère et profonde tendresse. Pourquoi n'ai-je pas deviné alors ce que j'aperçois aujourd'hui, avec la netteté de la plus cruelle évidence? Égaré par les côtés romanesques de son être intime, c'était si naturel que cet enfant s'abusât sur mon compte. Mes longues études m'avaient acquis cet air un peu souffrant qui intéressera toujours l'instinctive charité féminine. D'avoir été élevé par ma mère m'avait donné des manières douces, une finesse de gestes et de voix, un soin méticuleux de ma personne qui sauvait mes gaucheries et mes ignorances. J'avais été présenté par le vieux maître qui m'avait recommandé comme un garçon d'une noblesse irréprochable d'idées et de caractère. C'en était assez pour qu'une jeune fille très sensible et très isolée s'intéressât à moi d'une façon très particulière. Eh bien, je n'eus pas plutôt reconnu cet intérêt dans la promenade dont je vous ai parlé que je pensais à en abuser au lieu d'en être très touché. Qui m'eût vu seul dans ma chambre durant la soirée qui suivit cet après-midi, assis à ma table et écrivant un gros livre d'analyse auprès de moi, n'eût jamais cru que c'était là un jeune homme d'à peine 22 ans, en train de méditer sur les sentiments qu'il inspirait ou voulait inspirer à une jeune fille de 20. Le château dormait. Je n'entendais plus que le passage d'un valet de pied occupé à éteindre les lampes de l'escalier et des corridors. Le vent enveloppait la vaste bâtisse de son gémissement tour à tour plaintif et apaisé. Ce vent d'ouest est terrible sur ces hauteurs où parfois il emporte d'une bourrasque toutes les ardoises d'un toit. Cette lamentation de la rafale a toujours augmenté en moi le sentiment de la solitude intérieure. Mon feu brûlait, paisible, et je griffonnais sur ce cahier à serrure, brûlé avant mon arrestation,
le récit de ma journée et le programme de l'expérience que je me proposais de tenter sur l'esprit de mademoiselle de Jussat. J'avais recopié le passage sur la pitié qui se trouve dans votre théorie des passions. Vous vous souvenez, mon cher maître? C'est celui qui commence. Il y a dans ce phénomène de la pitié un élément physique et qui, chez les femmes particulièrement, confine à l'émotion sexuelle. C'est par la pitié ainsi que je me proposais d'agir d'abord sur Charlotte. Je voulais profiter du premier mensonge par lequel je l'avais déjà remué, l'enlacer par une suite d'autres et achever de me faire aimer en me faisant plaindre. Il y avait dans cette exploitation du plus respecté des sentiments humains au profit de ma fantaisie curieuse quelque chose de radicalement contraire aux préjugés généraux qui flattaient mon orgueil jusqu'aux délices. Tandis que je rédigeais ce plan de séduction avec texte philosophique à l'appui, je me représentais ce qu'en eût pensé le comte André s'il eût pu, comme dans les anciennes légendes du fond de sa ville de garnison, déchiffrer les mots tracés par ma plume. En même temps, la seule idée de diriger à mon gré les rouages subtils d'un cerveau de femme, toute cette horlogerie intellectuelle et sentimentale si compliquée et si ténue, me faisait me comparer à Claude Bernard, à Pasteur, à leurs élèves. Ces savants vivisectent des animaux. N'allais-je pas, moi, vivisecter longuement une âme ? Pour tirer de cet effet de pitié, surpris plutôt que provoquer le résultat demandé, il s'agissait d'abord de le prolonger. À cette fin, je résolus de continuer par calcul la comédie de tristesse improvisée par hasard, tout en préparant pour le jour plus ou moins éloigné d'un entretien explicatif, un petit roman attendrissant de fausses confidences. Je m'attachai donc, pendant la semaine qui suivit cette promenade, à feindre une mélancolie de plus en plus absorbée, et à la feindre non seulement en présence de Charlotte, mais encore durant les heures où je restais seul avec mon élève, sûr que cet enfant rapportait à sa sœur les impressions de nos tête-à-tête. Vous avez lu là, mon cher maître, la preuve de l'inutile rouerie que je m'appliquais à déployer. Était-il besoin de mêler ce garçon qui m'était confié à cette triste intrigue ? Et pourquoi joindre cette ruse aux autres quand mademoiselle de Jussat ne songeait guère à mettre ma bonne foi en doute, fût-ce une minute ? Mais par un étrange détour de conscience, je plaçais ma fierté à multiplier les complications du piège. Nous prenions, Lucien et moi, nos leçons dans une vaste pièce décorée du nom de bibliothèque à cause du rayonnage qui garnissait un pan de mur. Là, derrière les grilles doublées d'une toile verte, s'entassaient d'innombrables volumes reliés en basane, notamment toute la suite de l'encyclopédie. C'était un héritage du fondateur du château, grand seigneur philosophe, parent et ami de Montlosier, et qui s'était construit cette habitation en pleine montagne afin d'y élever ses deux fils dans la nature et d'après les préceptes de l'Émile. Le portrait de ce gentilhomme libre penseur, assez médiocre peinture dans le goût de l'époque, avec de la poudre et un sourire à la fois sceptique et sensible, décorait un côté de la porte. De l'autre côté se trouvait celui de sa femme, encore coquette, sous une haute coiffure étagée et des mouches aux joues. En regardant ces deux peintures, tandis que Lucien traduisait un morceau d'Ovide ou de Tite-Live, je me demandais ce que faisaient mes aïeux à moi, durant les années de l'autre siècle où vivaient les deux personnes représentées dans ces portraits. Je les voyais, ces rustres, ces vilains dont j'étais sorti, poussant la charrue, émondant la vigne, herçant la terre dans les plaines brumeuses de Lorraine, pareils aux paysans qui passaient sur la route devant les portes du château, par tous les temps, et qui, bottés jusqu'aux genoux, traînaient un bâton ferré attaché à leur poignet par une courroie. Cette image donnait l'attrait d'une vengeance presque légitime, au soin que je prenais de composer ma physionomie. Chose singulière, quoique je détestasse en théorie les doctrines de la Révolution et le spiritualisme médiocre qu'elle dissimule. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui,
Le disciple de Paul Bourget. Lecture Pierre Deveau. Captation et réalisation Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.